Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien en cette veille de Noël. Nous arrivons au terme de cette aventure qui vous aura baladé aux confins du monde GC. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et laissez-vous transporter par le son de ma voix. En route pour le dénouement de ce voyage avec ce 24e et dernier épisode de Glacial Rhapsody. « 82e jour. En ce début de mois de septembre 2022, une frêle embarcation voguait sous les tropiques. Elle avait pour direction une petite île de l'archipel de Mapete du nom de Seppuku. L'équipage venait du Grand Nord et arrivait au terme d'une épuisante traversée d'une trentaine de jours. À son bord se trouvait Alfred Valamir, grand explorateur mandelsien. L'homme était plutôt en fâcheuse posture puisqu'il était captif d'un groupuscule mené par Carl Silverstone, William Arm et Elmoton Meshawi. Les trois hommes s'étaient alliés pour mettre la main sur un inestimable trésor. Alfred devait les conduire jusqu'à celui-ci. Un mois plus tôt, l'équipage avait quitté les Skildes, terre parmi les plus au nord du monde. Alfred y avait été fait capturer, ainsi que ses compagnons d'aventure à la suite de moult péripéties. Événements à l'issue desquels Alfred avait pu mettre la main sur un ancien navire prisonnier des glaces. Il avait découvert l'existence d'un trésor et une autochtone l'avait aidé à le localiser précisément. Ces quatre amis étaient restés en Esquilde, et plus précisément dans le village de Resquilde, sous la bonne garde des Esquilmous. Félissa et Eriel avaient été soignés avec les moyens du bord et devaient encore se reposer. Quant à Pablo et Bibule, Carl Silverstone et sa clique n'avaient pas jugé qu'ils seraient utiles pour cette chasse au trésor. En milieu de journée, en ce 82e jour, un mousse cria « Terre ! Ah, enfin » souffla Carl Silverstone. « Grrr, j'enrage. Devoir faire un tel voyage sur cette coque de noix, tout ça parce que les autorités mandéliennes ont lancé des avis de recherche. On peut dire, monsieur Valamir, que vous savez vous entourer. » Et Alfred de renchérir. Le contraire eût été étonnant. À quoi vous attendiez-vous? L'expédition polaire mandélienne ne donne plus de nouvelles pendant plus d'un mois. Forcément que les autorités du pays se sont lancées à notre recherche. Ouais, Admis à moitié convaincu KSS. Je crois que c'est surtout vos relations avec Justine de Salami qui ont contribué à lancer des recherches aussi rapidement. Ma foi, je ne peux vous donner tort sur ce point, reconnut Alfred. Bon, peu importe, nous voilà enfin arrivés. Au loin, devant le navire, s'étendait une île de taille moyenne. Elle était peuplée d'innombrables palmiers disposés autour d'un pic volcanique. Une bande de sable de couleur noire faisait la transition entre la forêt tropicale et l'océan. Les matelots du navire mirent à l'eau plusieurs barques de sorte à gagner la terre. Ils ne laissaient à bord que 2 sentinelles. Tout le monde était lourdement armé à l'exception d'Alfred Valamir. L'expédition ne savait en effet pas si cette île était habitée. En moins d'une dizaine de minutes, les embarcations s'échouèrent sur une plage. Carl Silverstone prit la parole. Soldats, soyez vigilants. Des indigènes sont peut-être établis sur cette île. Puis, s'adressant à Alfred, « Alors, monsieur Valamir, il est où ce trésor ?» Comme je vous le disais il y a quelques jours, il nous faut trouver le moai à la tête fendue. Il s'agit du point de départ qui nous mènera à l'endroit où le trésor a été caché. « Et il est où ce moai ?» interrogea impatient KSS. « Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il faut le chercher, pardi !» Ah, c'est bien ce qui m'énerve avec ce genre de quête. Pesta Carl Silverstone. Toujours des indices, des pistes, des énigmes, ça m'agace. Allez, vous autres, en route. Ratissez-moi cette île et trouvez-moi cette fichue statue. Les hommes de KSS s'éparpillèrent. Alfred était resté sous la bonne garde de William Arm, tandis que Meshawi formait un duo avec Carl Silverstone. Tous s'enfoncèrent dans la dense jungle de l'île de Seppuku. La flore était luxuriante, faite de plantes grimpantes aux formes atypiques et d'arbres dont une multitude d'espèces différentes de palmacées. Pour Alfred et William Arm, la progression était difficile. Il fallait couper des branchages pour créer une piste. La chaleur étouffante rendait la tâche particulièrement pénible. Enfin, de nombreux insectes tournaient autour des 2 hommes. Soudain, une voix sortit de leur radio. Un groupe de soldats avait trouvé un moai. C'est le groupe D. Mais vous avez en trouvé une statue. Alfred prit l'appareil des mains de William Arm et répondit. Comment est-elle? A-t-elle la tête fendue? Pas vraiment. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de tête. C'est bien ce que je craignais, répliqua Valamir. Il y a certainement de nombreuses autres statues de ce type sur toute l'île. Il va falloir être vigilant.
À toute fin utile, dès qu'un groupe trouve une sculpture, notez bien son emplacement. Et depuis quand vous donnez des ordres, monsieur Valamir? Lança William Arm. Ça suffit, William. Objecta Carl Silverstone par combiné interposé. Valamir a raison. Dans ce genre de quête, tout indice peut avoir son importance. Allons, messieurs, d'une air. La nuit tombe vite à cette latitude. Alors au travail. Des heures durant, chaque groupe parcourut l'île de long en large. Des dizaines de moailles furent répertoriés, mais aucun n'avait la tête fendue. Alfred tenait à jour une rapide cartographie des statues. Épuisé par une après-midi de progression dans la jungle, William Arm lui proposa de prendre une pause. Alfred en profita pour analyser sa cartographie. Il n'y avait jusqu'à présent pas particulièrement prêté attention, mais les moailles étaient organisées sur l'île selon une rigoureuse disposition. En associant les statues les plus proches entre elles, on pouvait voir apparaître un symbole. Celui-ci était incomplet, mais ressemblait à quelque chose qu'Alfred avait déjà vu. Cependant, il n'arrivait pas à savoir quoi. Machinalement, il mit sa main dans l'une de ses poches et tomba sur la fameuse boîte à musique donnée par la vieille Ctibile et qu'il avait gardée avec lui. Soudain, les pièces du puzzle s'assemblèrent dans sa tête. Il sortit l'objet et compara chacune de ses faces avec le début de symbole tracé sur la carte. Fébrilement, il retournait l'objet dans tous les sens. Finalement, après maintes manipulations, il plaça la boîte à musique à l'envers. Le symbole qui entourait les coordonnées de l'île inscrit sur l'objet correspondait au début de dessin tracé par l'emplacement des moailles sur la carte. Il compléta sa cartographie en évaluant l'emplacement des dernières statues afin que le symbole tracé sur la carte corresponde à celui au dos de la boîte à musique. Monsieur Arm, je crois que vous pouvez indiquer à vos hommes de vous rendre à ces emplacements. Et qu'est-ce qu'il y aurait à y voir? Rétorqua suspicieux William Arm. L'un de ces trois lieux héberge très probablement le moine à la tête fendue, compléta Alfred. Aussitôt, William Arm lança ses instructions afin que les soldats se rendent au lieu-dit. En moins d'une demi-heure, un groupe trouva effectivement le moine à la tête fendue. La statue en question était imposante. Elle mesurait au moins 8 mètres de haut. À la différence de bien d'autres sculptures sur l'île, celle-ci était incomplète. Elle était constituée d'un tronc, d'une tête et d'une coiffe. La tête était fendue et donnait l'impression que le moine avait une large cicatrice partant du front, traversant l'œil et s'étendant sur la joue. Bien. Et maintenant, monsieur Valamir, où va-t-on? Interrogea Carl Silverstone. Eh bien, commença Valamir, qui visiblement n'en avait pas la moindre idée. KSS perdit patience. Ah, encore un indice à chercher, c'est ça? On aurait plus vite fait d'atomiser cette île. Ah non, j'oubliais, depuis que vous avez démantelé mon petit trafic il y a 2 ans, je n'ai plus d'armes dignes de ce nom à disposition. J'enrage! Le silence régnait parmi la troupe de soldats qui accompagnait l'expédition. Carl Silverstone grommelait des paroles incompréhensibles dans son coin, tel un enfant à qui on aurait refusé une sucrerie. Au bout de quelques minutes, William Arm se risqua à prendre la parole. De toute manière, il commence à faire nuit. Je pense qu'il n'est pas prudent de rester ici en période nocturne. Toujours en grommelant, KSS ordonna de battre en retraite et de retourner au navire. Le lendemain matin, tout le monde retourna à proximité de la statue à la tête fendue et se mit à chercher. Personne, en revanche, pas même Alfred ne savait ce qu'il devait trouver. Un indice, une piste, une nouvelle énigme. Les recherches se poursuivirent des jours durant. Chaque nouvelle journée rendait KSS plus irritable et les recherches furent de nouveau étendues à toute l'île. Alfred, qui connaissait le passif de cet homme et son penchant prononcé pour les châtiments physiques, faisait profil bas et tâchait de se faire le plus petit possible. Il pouvait pour cela compter un peu sur William Arm, qui se montrait beaucoup plus raisonnable et qui semblait faire désormais relativement confiance à Valamir pour trouver le prochain indice qui les mènerait au fabuleux trésor d'Anna Eskildottir. Centième jour. Voilà plus de 15 jours que l'île de Seppuku était parcourue de long en large par une bande de soldats. Jusque-là, leurs recherches avaient été vaines. Alfred avait passé une majorité de cette période aux abords du moaille à la tête fendue. Il était convaincu que la clé pour poursuivre la quête du trésor perdu était là, sous ses yeux. Ces 2 semaines de recherche lui avaient permis d'analyser de nombreuses autres statues. Il avait notamment noté que toutes étaient disposées dos à l'océan, à l'exception du moaille à la tête fendue. Ce dernier regardait dans une autre direction. Alfred avait orienté les soldats selon l'orientation du moaille, sans succès. Au crépuscule du 100e jour, Alfred était installé au pied de la sculpture balafrée avec son épais carnet de voyage sur ses genoux. Il consignait les maigres découvertes de la journée, puis parcourait quelques pages de son cahier.
Il retomba sur quelques notes qu'il avait prises à l'occasion de sa présentation devant les étudiants de l'université de Tade plus de 3 mois auparavant. Au milieu de la page, entouré en rouge, il pouvait lire une phrase énigmatique qu'il avait relevée dans un vieil ouvrage traitant de la piraterie en Mandelsie. Ses propos sibyllins s'énonçaient ainsi. Sous l'astre qui illumine la nuit, depuis l'idole dont le regard fuit, le chemin de Saphir se poursuit pour mener jusqu'à l'infini puits. À la lecture de ces mots, Alfred eut une révélation. Il n'avait jamais observé les alentours du Moai à la tête fendue en période nocturne. Aussitôt, Valamir informa KSS de son souhait de poursuivre ses recherches la nuit. Si cela vous amuse, Approuva KSS. de toute façon, j'ai ordonné qu'on fasse venir des machines de sorte à tout raser ici dans les prochains jours. Nous tomberons bien sur quelque chose, donc faites à votre guise. Heureusement pour Alfred, son geôlier était aveuglé par sa quête du trésor d'Anna Eskildottir. Alfred avait pour l'heure toute l'attitude. Il se réinstalla au pied de la statue et attendit la nuit. L'ambiance nocturne était inquiétante. On entendait ici ou là des bruits d'animaux et le souffle du vent déplaçant les feuillages. La nuit était noire et en l'absence de toute ville à proximité, on pouvait admirer la voûte céleste. Celle-ci était d'une clarté telle qu'Alfred pouvait parfaitement distinguer les environs. Vers minuit, la lune se leva sur l'horizon. Par chance, elle était pratiquement pleine. À mesure que l'astre illuminait la nuit de plus en plus intensément, des lueurs bleutées se révélèrent sous les pieds d'Alfred. En regardant dans la même direction que le Moai, un chemin d'un bleu saphir intense se dessinait. Le spectacle était féerique. Aussitôt, il appela Carl Silverstone ainsi que les autres chasseurs de trésors. Ceux-ci accoururent en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. « Quel tableau grandiose !» s'exclama Meshaoui à la vue de la piste bleutée qui courait entre les arbres de la jungle. « Monsieur Stone, commença Valamir, la mine réjouie par sa découverte, je peux sans aucun doute vous affirmer que ce chemin nous rapprochera très sensiblement du fameux lieu que vous recherchez. » L'expédition, Carl Silverstone en tête, suivit prudemment le chemin de Saphir. Celui-ci menait vers le volcan au centre de l'île. Après plus d'une heure de marche, ils arrivèrent devant un portique qui marquait l'entrée d'une grotte et devant lequel le chemin s'arrêtait. Le portail était taillé à même la roche et portait d'étranges inscriptions. Carl Silverstone approcha sa torche des écritures avant de demander. « L'un d'entre vous est-il à même de déchiffrer ces textes ?»« Je crois que c'est à ma portée. » répondit calmement Meshaoui. Ça vous impressionne, n'est-ce pas, monsieur Valamir ? Alors comme ça, vous ne seriez pas qu'un méprisable pilleur de trésors, répliqua Alfred d'un ton moqueur. Eh bien non, comme je vais vous le prouver. Meshaoui s'approcha du portique et déchiffra. Il s'agit d'une version un peu raccourcie d'une légende Vanuatu, une des peuplades de l'archipel de Mapete. Cette légende, dont on pourrait traduire le titre par sorcier de la forêt, évoque une porte des enfers, et précisément il s'agirait de cette porte. « Vraiment ?» s'exclama KSS. « Et vous croyez ces sornettes ?»« Non, mais peut-être faut-il au moins considérer cela comme un avertissement, suggéra Valamir. »« Ma foi, vous avez raison. » approuva KSS. « Passez donc devant, Alfred. Je m'en voudrais s'il arrivait quelque chose à mes hommes. Par contre, vous... » Sachant la cruauté sans limite de son ravisseur, Valamir ne chercha pas à négocier. Prudemment, Alfred s'engouffra dans la cavité. Il pointait sa torche devant lui et mesurait chacun de ses pas. Il était certain que des pièges allaient les attendre. La colonne suivit un petit couloir sur une dizaine de mètres de long avant de déboucher sur un espace bien plus vaste. Il s'agissait d'un immense puits d'au moins 10 mètres de diamètre. Alfred augmenta la luminosité de sa torche pour tenter d'évaluer la profondeur du gouffre. « Et voilà l'infini puits », murmura-t-il. « Voyez, sur le pourtour, on dirait un escalier. » s'exclama Meshaoui. Il pointait du doigt de minuscules plateformes qui descendaient le long de la paroi du puits. « Ça va être coton d'aller là-bas, » constata William Harm. « Ces dalles ont l'air bien humides et sont très exiguës. » « Peu importe, c'est là que nous allons. » répliqua KSS. « Allez, Valamir, passez devant et pas d'entourloupe. » Je serai vous, j'irai chercher du matériel d'escalade, histoire de ne pas prendre de risques inutiles, suggéra Alfred. Nous ne savons pas ce qu'il y a au fond de ce puits, mais il est fort probable que la moindre chute soit fatale. Je m'en moque, Pesta KSS. Nous n'avons pas le temps pour ça. Allez, avancez, ou je me ferai une joie de vous pousser dans ce trou. N'ayant pas le choix, Alfred entama la périlleuse descente. Il posait précautionneusement son pied sur chaque marche.
Il sentait qu'elles n'étaient pas très solides et qu'à tout moment, l'une d'elles pouvait se rompre. Afin d'assurer sa sécurité, il tentait d'agripper, du mieux qu'il le pouvait, les éventuelles prises sur la paroi. Derrière lui, Carl Silverstone faisait preuve d'un aveuglement sans borne. Enfin, le cortège qui suivait n'était pas très rassuré. À juste titre d'ailleurs, car lorsqu'un soldat mit le pied sur une marche déjà foulée par de nombreuses autres personnes, celle-ci se désagrégea. Le malheureux tomba sans possibilité de se rattraper dans le trou, entraînant dans sa chute 2 autres infortunés. Alfred était pétrifié à l'idée d'avancer plus sur cette voie. Il est encore temps de rebrousser chemin, conseilla-t-il à Carl Silverstone. Occupez-vous d'avancer, Ordonna ce dernier, impassible devant la perte de quelques-uns de ses hommes. Valamir se résigna à poursuivre la périlleuse descente. Derrière lui, les soldats tombaient comme des mouches. Certains glissèrent par imprudence. Pour d'autres, les marches se délitaient sous leurs pieds à mesure qu'ils avançaient. C'était une hécatombe. À chaque fois qu'un malheureux tombait, on entendait un long cri avant un lourd bruit qui signifiait que sa descente aux enfers s'était cruellement achevée. Alfred avait de nouveau tenté de protester et de raisonner KSS, de même que ses lieutenants. L'ex-tyran, visiblement agacé que ses ordres soient reconsidérés, dégaina son pistolet et tenait désormais en joue Alfred. Ce dernier n'avait pas le choix que de continuer, marche après marche, l'hasardeuse descente. Sa vie, plus encore que celle des quelques autres compagnons restants, ne tenait qu'à un fil. Un faux mouvement, et c'était la chute fatale. Une trop longue attente, et Carl Silverstone n'hésiterait pas à presser la détente. Finalement, après une interminable plongée dans les entrailles de la terre, ils atteignirent le fond du gouffre. À leurs pieds, dans un mince filet d'eau, gisaient des dizaines de corps inanimés. L'expédition s'était considérablement réduite, et de la trentaine de soldats qui accompagnaient KSS, il n'en restait plus que 3. « C'est malheureux pour eux, » déclara sans une once d'émotion Carl Silverstone. « Allons, monsieur Valamir, ouvrez les chemins. » Toujours tenu en joue par KSS, Alfred s'exécuta et s'engouffra dans un petit tunnel. Il devait sans doute s'agir d'une des cheminées formées alors que le volcan au sein duquel il se trouvait était encore en activité. Alfred pouvait constater que quelques aménagements avaient été effectués. Toujours sur le qui-vive, il essayait de débusquer les éventuels pièges. Alors qu'il passait à l'angle d'une concrétion rocheuse, un petit cliquetis se fit entendre. Suivi, un lourd bruit d'éboulement. Par réflexe, Alfred s'agrippa à une paroi et se protégea la tête. KSS fit du même, mais la suite du cortège ne réagit pas à temps. Le sol se déroba sous leurs pieds, emportant avec lui les 3 soldats restants, William Harm et Elmoton Meshawi. Par chance, ce dernier avait réussi à s'agripper à un morceau de roche et pendait les bras tendus au-dessus du vide. Sans prendre le temps de réfléchir, Alfred accourut, empoigna les bras de son ennemi de toujours et le tira de cette mauvaise passe. Au fond du trou qui venait de se former, gisaient transpercés par des pieux acérés 4 corps. À la vue de son ami William Harm, Carl Silverstone sembla réaliser la dangereuse entreprise dans laquelle il s'était embarqué. « William, murmura-t-il. Ce n'est pas faute de vous avoir prévenu, commenta Valamir. Oh, vous, ça suffit, s'énerva de nouveau KSS. Si je n'étais pas certain de ne pas avoir besoin de vous pour la suite, cela ferait belle lurette que vous auriez une balle logée entre les 2 yeux. Allons, poursuivez, mais plus d'imprudence. Facile à dire, risqua Alfred. Les 3 rescapés poursuivirent leur chemin avec la plus grande attention. Carl Silverstone avait baissé son arme et se montrait désormais moins téméraire. Ils finirent par déboucher dans une salle plus spacieuse et abondamment décorée. 2 nouveaux portails se tenaient devant eux. Nos 3 protagonistes exploraient la salle à la recherche d'une quelconque manière d'ouvrir l'un ou l'autre des portails. En quelques minutes, KSS perdit déjà patience et pointa de nouveau son arme sur Alfred. « Mon cher Valamir, vous avez honoré votre engagement jusqu'ici. Il semblerait que nous ayons effectivement mis le doigt sur quelque chose. Faites donc en sorte de trouver le mécanisme pour ouvrir ces portes. » « Je suis comme vous, monsieur Silverstone, répliqua Alfred. Je découvre ces lieux et donc cela pourra prendre du temps. Et n'en déplaise à votre grandeur, il vous faudra être patient. » KSS ne pouvait supporter cette nouvelle provocation de l'explorateur. Son doigt sur la gâchette de son arme s'actionna et un coup de feu partit. La balle érafla la jambe d'Alfred qui s'agenouilla sous la douleur. Heureusement, la blessure était bénigne. Mais cela suffit à tendre encore un peu plus l'atmosphère. « Je ne veux plus un mot de votre part, Valamir. Sinon, la prochaine fera mouche. De toute façon, j'ai toujours Meshawi sous le coude pour résoudre cette, j'espère, ultime étape. » Sans ajouter un mot, et après avoir pansé sa plaie comme il le pouvait, Alfred se remit au travail. Il devait à tout prix trouver une solution pour échapper à KSS.
Une fois la porte ouverte, il était certain que l'homme chercherait à le liquider, vu l'animosité dont il faisait preuve à son égard depuis leur départ d'Eskild. Retournant la situation dans tous les sens, Alfred comptait désormais sur ce qu'il y avait derrière l'une ou les deux portes pour assurer son salut. Alors qu'il tâtonnait les parois à la recherche d'un quelconque mécanisme, il ne put s'empêcher de penser à la situation dramatique dans laquelle il se trouvait. Comme plusieurs semaines auparavant, lorsqu'il était coincé dans cette fameuse grotte au milieu de l'Eskild, la perspective de ne jamais revoir sa compagne le plongea dans la plus grande des perplexités. À quel point avait-il besoin de risquer sa vie de cette manière ? Tout cela lui semblait bien stupide. Pris dans ses réflexions, il ne remarqua pas que ses doigts effleuraient un écrit gravé dans la roche. Meshaoui, qui suivait avec attention les manœuvres d'Alfred, lui fit remarquer à voix basse. « Alfred, voyez ces signes. » Reprenant ses esprits, l'explorateur plissa les yeux et frotta les écritures. « Oh, bien vu, Meshaoui. Il s'agit d'un texte écrit en Kajoulis, une langue ancestrale de notre continent. » Voilà qui est bien atypique. S'étonna Meshaoui. Vous sauriez le déchiffrer? En 12 ans à étudier ces signes? Plutôt oui. Voyons. Oh, intéressant. Le début est très similaire à quelques phrases qui m'ont aidé à découvrir le chemin qui mène jusqu'à cette grotte. Il s'agit de la suite de cet étrange poème. Alfred poursuivit sa lecture. Pour mener jusqu'à l'infini puis, vous qui voyagez, prenez garde aux dangers qui vous mèneront tout droit vers l'éternité. Si vous les dépassez, faites sonner la clé de la mythique cité de notre passé. Ces mots résonnèrent dans la tête de Val-Lamir, qui eut de nouveau une illumination. Il s'empressa de fouiller dans sa poche et d'y trouver la fameuse boîte à musique de la vieille Ctibile. Il la sortit et s'approcha d'une des deux portes suivies par Meshaoui qui avait compris ce qu'Alfred allait faire. Intrigué par la manœuvre, KSS s'approcha également. Avant d'actionner le mécanisme du petit objet, Alfred lâcha un dernier regard aux deux autres hommes. Il tourna lentement la petite manivelle et un son doux et mélodieux jaillit de l'instrument. Pendant quelques dizaines de secondes, rien ne se passa. Puis, soudain, un bruissement sourd se fit entendre. Un mécanisme de poids et de contrepoids s'était mis en branle sous l'effet des ondes sonores à la fréquence bien particulière émise par la petite boîte à musique. Lentement, l'ouverture basculait. Carl Silverstone s'empressa de passer le pas de porte, suivi de Meshaoui et de Val-Lamir. Ils parcoururent un long couloir creusé dans la roche avant de déboucher sur une immense cavité. Dans la noirceur, ils ne distinguaient rien. Carl Silverstone repéra une sorte de brasero sur le côté. Il sortit un briquet et y mit feu. D'un coup, un couloir de feu s'illumina et dévoila l'ensemble de l'immense crypte. D'immenses colonnes soutenaient un plafond voûté. Sur le pourtour, un profond canal isolait un vaste plateau central. Celui-ci était vide. Devant la consternation de Carl Silverstone, Alfred en profita pour subtiliser son arme à Meshaoui et tirer un coup de feu sur la main de KSS de sorte à le désarmer. Puis, se jetant sur lui avant qu'il n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, Alfred poussa l'ex-dictateur au fond du canal. Enfin, il pointa son arbre sur Meshaoui. « Scélérat » cria KSS du fond de son chenal. « Ça vous en bouche un coin, n'est-ce pas » déclara Val-Lamir avec un air malicieux. « Mais je ne comprends pas, » fit Meshaoui, un brin décontenancé par les événements. « Il ne s'agit pas de la salle qui contient le trésor d'Anna Eskildotter ?»« Contenez, corrigea Val-Lamir. Voilà plus de 70 ans que ce trésor n'est plus là. Ah, misérable » pesta KSS. « M'expliqueriez-vous donc ?» interrogea Meshaoui. Mais très certainement, reprit Val-Lamir. Voyez, la vieille Ctibile ne m'a pas seulement aidé à décoder le texte que vous m'aviez chargé d'analyser. Elle a aussi subtilement insinué que le trésor n'était plus sur cette île. J'ai ensuite discrètement mené mon enquête pour enfin apprendre que nos amis esquimaux avaient profité de la confusion qui a régné ici durant la Grande Guerre gesséenne dans les années 40 pour venir chercher ce qui leur appartenait. Le fameux trésor d'Anna Eskildotter est donc caché quelque part en Eskild, et j'imagine qu'aucun esquimau ne vous dira où il se trouve. Ce que cela m'amuse de savoir que vous-même, monsieur Silverstone, qui prétendiez être des leurs, ne saviez pas cela. Je pris donc le parti de vous conduire jusqu'ici dans l'espoir de trouver un moyen de me débarrasser de vous et de sauver ma peau. Bien mal m'en a pris, car vous avez maintes fois menacé de me liquider. « Bande de traîtres » coupa Silverstone, qui tentait vainement de gravir les parois du canal dans lequel il était désormais emprisonné. Mais certainement, mon cher. Cependant, maintenant, la situation est inversée. Et comme je crois avoir pris suffisamment de risques ces derniers temps, je crois que je vais vous laisser ici. Quant à vous, Meshaoui,
je n'ai rien de particulier contre vous. Si nous nous sommes souvent affrontés par le passé, vous ne vous en êtes jamais directement pris à ma vie. Allons, passez devant et laissons ce cher Carl Silverstone se rafraîchir les idées. » Alors que les deux hommes quittaient la crypte, KSS vociférait d'innombrables insultes, lesquelles devenaient de moins en moins audibles à mesure qu'ils s'éloignaient. Meshaoui et Valemir passèrent le portail. Et maintenant, que faisons-nous? Questionna Meshaoui. Je vous rappelle que nous ne pouvons pas revenir sur nos pas. Un trou béant bouche le passage, et quand bien même nous parvenions à le franchir, nous ne pourrions remonter le puits avec toutes ces marches cassées. Très juste. Mais si les gens qui ont bâti cette galerie ont fait les choses de manière conventionnelle, il doit forcément y avoir un deuxième accès. Par chance, il y a 2 portes. Alfred s'approcha de celle-ci et actionna de nouveau la boîte à musique. Comme escompté, celle-ci basculait, tandis que la première porte se refermait, emprisonnant définitivement Carl Silverstone. Les 2 hommes s'enfoncèrent dans la seconde ouverture. À la lueur de leurs torches, ils cheminèrent prudemment plusieurs heures durant, au sein d'une longue galerie. Puis, alors que la lumière de leurs lampes faiblissait, ils aperçurent une lueur au bout du tunnel. L'extérieur était proche, le salut des 2 hommes était assuré. Des semaines ont passé. Alfred avait réussi à quitter l'île de Seppuku en se débarrassant des derniers soldats de KSS restés en faction sur le bateau. Il avait également embarqué avec lui Meshaoui. De là, il s'était immédiatement rendu vers la Sylvania, pays qui se trouvait à moins de 2 jours de navigation. Alfred avait ainsi pu prendre attache avec l'ambassade de Mandelsi et faire un récit de son périple et des derniers événements aux autorités de son pays. Il avait en outre remis Meshaoui aux autorités sylvanaises, mais en l'absence de chef d'accusation à son égard, celle-ci l'avait relâché. Le stratagème insidieusement suggéré par la vieille Tibil avait ainsi merveilleusement fonctionné. Guidé KSS jusqu'à la cachette du trésor d'Anna Eskildottir, vidé près de 70 ans auparavant, avait enfin permis de capturer le malfrat. À la suite du récit d'Alfred, le gouvernement mandelsien avait tout de suite pris contact avec les autorités mapétiennes, et avait obtenu d'elles qu'elles se rendent sur l'île de Seppuku, guidée par Valemir, afin de faire prisonnier Carl Silverstone. Il avait été ensuite convenu que l'homme serait remis à la justice mandelsienne dans un délai restant à définir. Une nouvelle expédition avait été entreprise vers l'Eskilde, afin de retrouver et de ramener les 4 compagnons d'Alfred. Grâce aux bons soins du peuple esquilmo, ceux-ci s'étaient bien remis et avaient pu rentrer en Mandelsie au terme d'une longue aventure. Dans un même temps, les relations avec les Skildes s'étaient un peu formalisées. Alfred était parvenu à négocier le rattachement de ce territoire à la Mandelsie, cette dernière devant assurer la protection de cette région, la préservation de ses traditions et de son intégrité environnementale. Une gageure pour ce peuple qui avait subi de plein fouet la tentative de domination de Carl Silverstone. Dans cet accord figurait également la question du trésor de la grande pirate Anna Eskildottir. Il fut convenu que la Mandelsie ne chercherait pas à s'en emparer, et devrait, dans la mesure du possible, garder le secret de son existence. Cela dit, les personnes au courant de sa présence sur les terres gelées étaient finalement peu nombreuses. Après plus de 6 mois loin de la Mandelsie, Alfred était enfin de retour au pays. Il venait d'arriver au port de Larcé, à bord de l'un des bâtiments de la Marine nationale. Celui-ci avait pour mission de transférer Carl Silverstone depuis sa prison mapétienne jusqu'au profond cachot de Larcé. Alfred débarqua du navire et aperçut Justine de Salami qui l'attendait sur une terrasse qui surplombait le quai. Il courut pour la retrouver. Tandis que KSS était à son tour débarqué, les 2 personnages l'observaient. Le malfrat les aperçut et leur jeta un regard noir. Cependant, les 2 amants avaient déjà tourné les talons et se dirigeaient vers les terrasses supérieures de la ville. « Voilà qui clôt cette aventure, mon cher Alfred. Vous ne pensez pas ?» questionna Justine. Alfred ne répondit pas tout de suite. Il faisait un rapide bilan de cette épopée qui l'avait poussé à risquer sa vie à plusieurs reprises. Il se remémora alors les réflexions qu'il avait pu avoir lorsqu'il s'était retrouvé coincé dans une grotte perdue au milieu d'une tempête de neige. « Vous savez, Justine, commença-t-il, rares ont été mes expéditions à soulever autant de questions chez moi. Il y a bien sûr eu ce voyage en Fémicie en 2018 qui me fit, disons, passer un cap. Je crois que cette dernière expédition m'a également poussé dans mes retranchements et fait réaliser certaines choses. »« Comment ça ?» répondit intriguée Justine de Salami. « Voyez, cela fait bientôt 10 ans que nous nous connaissons. Vous comme moi prenons des risques inconsidérés au quotidien. Nous sommes tous 2 intensément investis dans nos activités, vous dans votre vie politique, dans notre pays, dans votre souhait d'en faire un endroit où chacun puisse bien y vivre.
Moi, par cette passion dévorante qu'est l'histoire et la découverte de notre passé. Nous nous y consacrons corps et âme, en nous oubliant peut-être parfois, un peu, chacun individuellement, et tous les deux dans notre relation. Alfred s'arrêta, regarda tendrement sa compagne et lui prit la main. Ils étaient arrivés sur la terrasse la plus haute de la ville, et s'étaient assis sur un banc. En ce dernier jour de printemps, ils faisaient face au soleil couchant. L'air était doux. Alfred poursuivit. « Justine, je ne veux plus revivre la situation de l'an passé où j'ai failli vous perdre. Je ne veux plus revivre non plus la situation de ces derniers mois où vous avez failli me perdre. Je veux juste rester avec vous. » Un large sourire apparut sur le visage de Justine. « Faisons alors comme ça, Alfred. » Chers amis, c'est ainsi que se termine cette 4e Val-la-Mire Story. Je suis très content qu'elle soit enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous suivrez avec attention les éventuelles suivantes. Cette Val-la-Mire Story, c'est à peu près 70 pages de script, environ 3 heures d'aventure audio et un petit peu plus de visionnage que pour les précédentes. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. Du 1er au 24 décembre 2022, on se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle aventure en Mandelzie, et d'ici là, laissez-moi vous souhaiter de belles fêtes. Merci et à bientôt.